C'est quoi ce cirque? J'avais envie de crier ça, là, au milieu du tribunal de Paris, mais bien sûr, je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Julien Dubois, mon ex-mari, mon bourreau autoproclamé, en train de faire son show devant les caméras. Au lieu de mon nom de naissance, on m'appelait Marie Smith pour cette histoire absurde de divorce du siècle où je ne sais quelle bêtise les journalistes avaient inventée. Smith, ça me semblait si lointain, si simple. Il y a 3 ans ou peut-être 4. Mon Dieu, le temps passe si vite quand on est dans la tempête. Il me disait qu'il m'aimait. Et maintenant, il racontait à tout le monde que j'étais une parasite. Un frisson m'a parcouru. Pas de froid, pas de peur. Juste un écho lointain d'une fille que j'avais failli être. J'étais assise sur cette chaise en bois qui semblait bien trop grande pour moi, les mains jointes, fixant mes doigts. Sophie Leclerc, ma brillante avocate, même si Julien et son boucher d'avocat, maître Richard Moreau, la voyaient comme une petite commise d'office, m'avait dit de ne pas flancher, de ne rien montrer. Facile à dire quand tu entends tes défauts, tes mensonges inventés, diffusés en direct. Julien, lui, se pavanait. Costume italien sur mesure, cheveux gominés, le sourire carnassier de celui qui pense avoir déjà gagné. Il avait voulu ce procès public. Il voulait que le monde entier me voie me faire humilier. Ma robe, cette vieille robe grise que j'avais portée à notre dîner de répétition, elle avait l'air délavée. Lui se moquait de mes trous dans les chaussures. Il avait l'air si sûr de lui. Quel imbécile. Maître Moreau, vous pouvez continuer, a dit le juge Henry Duval, ajustant ses lunettes avec un air blasé. Il en avait vu d'autres, celui-là, mais pas comme ça, j'en suis sûr. Richard Moreau s'est levé, tout en prestance. Ce type était une machine à broyer l'adversaire. Il a interrogé Julien, qui, les bras croisés, s'est délecté de sa propre narration. Nous sommes ici, votre honneur, parce que j'ai fait une erreur nommée Marie. Des rires étouffés dans le public. J'ai gardé le cap. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ça. Mais je n'avais pas oublié cette petite serveuse que j'avais été, loin de la Tourvance, à chercher une vie normale, à vouloir être aimé pour moi-même. Il m'avait dragué dans ce petit bistrot à Montreuil, pas trop loin de ma petite studette. Je me souviens, ce soir-là, il parlait de ses ambitions, de sa future entreprise, logistique du bois. Il était passionné, un peu arrogant, certes, mais il y avait quelque chose. Je voulais croire en sa vision, en sa promesse d'un avenir. On s'est mariés. Je lui avais parlé de mon passé un peu. J'avais dit que j'avais des origines modestes, mais qu'on avait réussi à se faire une place, ma famille. Je n'avais pas précisé quelle place. Je voulais qu'il découvre la vraie Marie, la Marie qui n'est pas qu'une fille de. Je voulais lui dire, bien sûr. Vraiment. Mais c'était quand le bon moment? Est-ce qu'on peut vraiment avouer des milliards comme ça, au détour d'un dîner? Non, il fallait qu'il m'aime avant. Qu'il m'aime vraiment. Moment d'interruption personnelle, commentaire de Marie, la narratrice. Bon, attendez une seconde. Ici, il faut que je mette les choses au clair. Le côté vivre simplement, c'était pas une lubie de princesse, même si ça sonne comme ça, n'est-ce que bon? Tout le monde pense qu'avoir de l'argent, c'est la liberté totale. Mais quand tu es fille de quelqu'un comme mon père, Pierre Vance, la liberté, c'est justement de ne pas être défini par ça, de ne pas être une extension de sa fortune, de ses relations. Je voulais juste exister, me prouver que je pouvais construire quelque chose par moi-même, que mon jugement sur les gens n'était pas altéré par des bilans financiers. Et puis, je voulais trouver quelqu'un qui ne me verrait pas comme un portefeuille sur pattes. Quelqu'un qui se dirait « Oh, cette Marie, elle est intéressante, elle est marrante, elle est simplement elle. » Quand je repense à mon père, j'entends encore sa voix. « Marie, fais attention, tout ce qui brille n'est pas or. » Il disait ça en parlant des affaires, des faux amis, des associés peu scrupuleux. Je n'avais jamais imaginé que ça s'appliquerait à l'homme que j'avais épousé. Julien était brillant, charismatique. Il avait cette ambition que je trouvais attirante. Il m'avait fait me sentir aimé, ou du moins,
Il m'avait fait croire qu'il m'aimait. Je l'ai vraiment cru pendant un temps. Est-ce que c'était naïf? Totalement. Mais je crois qu'au fond, on a tous besoin de croire à une belle histoire, surtout quand on a l'impression que la sienne est déjà toute écrite. Je cherchais une aventure, une histoire d'amour. J'ai trouvé un manipulateur. Mais revenons à la réalité crue du tribunal. Retour à l'histoire. Julien en a remis une couche, l'air de rien. J'ai payé le crédit de la maison, les voitures, la nourriture qu'elle mangeait. Et comment m'a-t-elle remercié? En refusant d'assister à mes soirées d'entreprise parce qu'elle ne se sentait pas à sa place. En m'humiliant devant des investisseurs avec son manque d'éducation. Et comble de tout, en volant. Il a pointé le doigt sur moi et Richard Moreau a brandi un papier. Votre honneur, nous avons la preuve, pièce C, un retrait de 5 000 € du compte de juin, 2 jours avant que M. Dubois ne dépose la demande de divorce. Nous pensons qu'elle thésaurisait de l'argent pour s'enfuir. La galerie a murmuré 5 000 €. C'était de la monnaie pour Julien, mais il le faisait passer pour le cambriolage du siècle. Il voulait juste me faire traîner dans la boue. Il voulait me briser. Ça faisait des semaines qu'il postait des trucs vagues sur les réseaux sociaux, des chercheuses d'or et des problèmes de confiance. Tous nos amis communs m'avaient tourné le dos. Enfin, des amis qui n'étaient là que pour l'argent de Julien ou ce qu'ils croyaient être son argent. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Mon doigt traçait des cercles sur la table. Un geste apaisant. J'attendais. J'avais attendu longtemps. La séance de l'après-midi a été épuisante. Moreau a appelé des témoins de moralité, des amis de Julien qui me dépeignaient comme une rabat-joie ingrate, avachi devant la télé pendant que Julien suait sang et eau au bureau. Quelle caricature! On dirait que je n'avais rien fait de ma vie pendant ce temps. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, d'ailleurs? M'inscrire à des clubs de bienfaisance, mais à quel prix? Celui de rejouer le rôle de la riche héritière pour mon propre plaisir. C'était vraiment désespérant. Ensuite, c'était le contre-interrogatoire. Sophie Leclerc s'est levée. Elle a ajusté ses lunettes, sa posture calme et assurée, même si je sentais la tension chez elle. Elle avait l'air d'une bibliothécaire, pas d'une avocate d'affaires redoutable. Monsieur Dubois ait commencé Sophie d'une voix douce. Vous parlez souvent de votre fortune. Vous êtes fier de votre sens des affaires, n'est-ce pas? Julien a ricané. Je sais comment gagner de l'argent, oui, contrairement à certaines personnes. Et vous avez insisté pour un contrat de mariage, n'est-ce pas? Absolument, a dit Julien. Je ne suis pas un idiot. Je savais qu'elle n'apportait rien. Je voulais protéger mes biens. Sophie a brandi le contrat. Regardons cet accord. Clause 4, section B. Elle stipule, en cas de dissolution du mariage, chaque partie conservera la propriété exclusive de tous les actifs, dettes et passifs acquis avant l'union, et tout actif acquis pendant l'union sera divisé en fonction du pourcentage de contribution financière au dit actif. C'est exact. Julien a souri. J'ai tout payé, donc je garde tout. C'est du béton. Mes avocats l'ont rédigé et elle l'a signé. L'avez-vous forcé à le signer? Forcé? Non. Je lui ai dit, signe ou le mariage est annulé. Elle connaissait le marché. Elle voulait le ticket de repas, alors elle a signé. C'est à ce moment-là que j'ai levé les yeux. Sophie a croisé mon regard, puis le sien s'est tourné vers Julien. J'ai souri. C'était un sourire amer, un sourire de chasseur qui vient d'entendre le piège se refermer. Mon petit ami de l'époque m'avait dit une fois, « Marie, ne sous-estime jamais le pouvoir d'un silence stratégique. Il ne s'agissait pas de faiblesse, mais de laisser l'autre se révéler. » Très bien, a dit Sophie, sa voix toujours aussi douce. Plus de questions pour ce témoin. Julien est descendu de la barre, tapant dans la main de son avocat. Il pensait avoir gagné. Il se voyait déjà fêter sa victoire dans un grand restaurant étoilé. « La défense a-t-elle des témoins? » a demandé le juge Duval, regardant sa montre, visiblement pressé d'en finir avec cette affaire. Sophie Leclerc s'est redressée.
Sa voix est devenue plus tranchante. L'image de la bibliothécaire a disparu. Oui, votre honneur, la défense appelle son premier et unique témoin, Monsieur Pierre Vance. Le nom est resté suspendu un instant dans l'air. Puis, la salle a commencé à vibrer. Le juge s'est figé. Julien a froncé les sourcils. « Qui ?» a-t-il chuchoté. « Pierre Vance !» a répété Sophie, plus fort cette fois. Les lourdes portes à l'arrière du tribunal se sont ouvertes. 2 hommes en costume sombre sont entrés. Des agents de sécurité, visiblement d'anciens militaires, ont scanné la salle avec une paranoïa professionnelle. Puis, un homme plus âgé est apparu. Fin soixantaine, cheveux argentés, un visage taillé dans le granit. Il portait un costume anthracite sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Julien. Il marchait avec une canne, non pas par fragilité, mais comme un accessoire de pouvoir. L'air s'est raréfié dans la pièce. Maître Moreau, l'avocat de Julien, est devenu livide. Il s'est penché vers Julien, son murmure frénétique. « Julien, tu sais qui c'est? » « Non, » a chuchoté Julien agacé. « Un vieux parent à elle. Son père est garagiste en Alsace. »« Imbécile !» a sifflé Moreau, des perles de sueur perlant sur son front. « C'est Pierre Vance, le PDG de Vance Mondialaise, le magnat des mines. Il possède la moitié des routes maritimes que ton logiciel de logistique utilise. C'est un milliardaire, un vrai de vrai. » Julien a senti un nœud froid se former dans son estomac. Il ne s'était jamais attendu à ça. Jamais. Que ferait un tel homme ici? Pierre Vance est passé devant la table de l'accusation. Il n'a pas regardé Julien. Il n'a pas même un mot au juge. Il est allé droit vers moi. Moi, la femme que Julien avait traitée de déchet, celle dont il disait qu'elle avait des trous dans les chaussures. Je me suis levé. Mon père s'est arrêté devant moi. Le silence était absolu. « Bonjour, papa », ai-je dit doucement. Mon père a tendu la main et a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ses yeux, glacés quand il balayait la salle, se sont adoucis en me regardant. « Je t'avais dit que ça ne valait pas la peine, elle, » a-t-il dit d'une voix grave et rocailleuse. « Mais tu as toujours voulu apprendre à la dure. »« Je sais, » ai-je murmuré. « Tu es prête à en finir ?» a demandé mon père. « Oui. » Mon père s'est lentement tourné vers Julien. Le regard qu'il lui a lancé était terrifiant. Ce n'était pas de la colère. C'était une indifférence dédaigneuse. C'était le regard d'une botte pour une fourmi. Mon père s'est dirigé vers la barre des témoins et s'est assis. Le juge Duval s'est raclé la gorge. Il semblait décontenancé. « Monsieur Vance, c'est inattendu. Vous avez prêté serment. » « Je connais la procédure, Henry, » a dit mon père calmement, hochant la tête au juge. Il fréquentait les mêmes cercles, les clubs ultra-élites de Paris, où Julien Dubois n'aurait jamais dépassé le hall d'entrée. Sophie Leclerc s'est approchée de la barre. « Monsieur Vance, veuillez indiquer votre lien de parenté avec la défenderesse. »« Marie Vance est ma fille, » a dit mon père. « Mon unique enfant. » La salle a explosé. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leur téléphone. Le chat du live-stream qui se moquait de moi il y a quelques minutes a soudainement été inondé d'emojis de choc. « Attendez, elle n'est pas Mary Smith? Comme la tour Vance à Paris. Ce mec vient de se saborder tout seul. » Le juge Duval a frappé son marteau. « Ordre! Ordre dans cette cour! » Quand le bruit est retombé, Sophie a continué. Monsieur Vance, pourriez-vous expliquer pourquoi votre fille a vécu sous le nom de Mary Smith, travaillant comme serveuse et mariée à Monsieur Dubois, sans que celui-ci ne connaisse son passé? Mon père a croisé les mains. Ma fille a toujours détesté le poids de son héritage. Elle voulait être aimée pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle pouvait acheter. Il y a 5 ans, elle a demandé une année sabbatique de sa vie. Elle voulait vivre normalement. Elle a pris un travail au salaire minimum. Elle a vécu dans un studio. Elle voulait trouver un partenaire qui l'aimerait pour elle-même. Les yeux de mon père ont glissé vers Julien. Elle pensait avoir trouvé cela en Monsieur Dubois.
Elle m'a dit qu'elle avait rencontré un homme ambitieux, charmant et gentil. Elle m'a supplié de ne pas interférer, de ne pas faire de vérification d'antécédents, de ne pas me révéler. Elle voulait lui dire la vérité à son propre rythme. Et l'a-t-elle fait? A demandé Sophie. Elle a essayé, a dit mon père. Environ 1 an après le mariage, elle m'a appelé en pleurs. Elle a dit que Julien avait changé, qu'à l'instant où l'alliance était à son doigt, le charme avait disparu. Il est devenu contrôlant. Il rabaissait sa prétendue pauvreté. Il la faisait se sentir petite pour se sentir grand. Julien a agrippé la table. Son visage était rouge. « C'est hors de propos !» a-t-il crié. « Qui se soucie de qui est son père? Elle m'a menti. C'est de la fraude. »« Asseyez-vous, Monsieur Dubois !» a aboyé le juge. « Monsieur Vance, » a repris Sophie, « Monsieur Dubois affirme qu'il a entièrement subvenu aux besoins de votre fille, qu'elle n'a apporté aucun actif au mariage. » Mon père a eu un rire sec et sombre. « Ah oui, Monsieur Dubois a invoqué l'accord prénuptial, qui stipule que les actifs acquis pendant le mariage sont divisés par contribution et les actifs apportés au mariage restent séparés. Êtes-vous familier avec les actifs que Marie a apportés au mariage? »« Je le suis, » a dit mon père. « Pourriez-vous les énumérer? » Mon père a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti une paire de lunettes de lecture. Il n'avait pas besoin de papier. Il connaissait les chiffres. Lorsque Marie a eu 21 ans, le trust familial Vance a été activé, a déclaré mon père calmement. Elle est pleinement propriétaire du portefeuille immobilier Vance, qui comprend 4 gratte-ciels commerciaux dans le 8e arrondissement de Paris. Elle détient une participation majoritaire de 15% dans Vance Mondiales. Elle possède également un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations géré par le service de gestion privée de la Banque nationale de France. « Et la valeur? » a demandé Sophie. « La valorisation totale des actifs légalement sous son nom avant la date de son mariage avec M. Dubois est d'environ 2 milliards d'euros, a dit mon père. Le silence dans la salle était absolu. On aurait pu entendre le léger ronronnement de la climatisation. La bouche de Julien Dubois s'est ouverte. Il m'a regardé. J'étais juste assise là, lissant ma robe. 2 milliards. Julien valait peut-être 15 millions, les bons jours. C'était un petit poisson nageant à côté d'un léviathan. « Donc, » a dit Sophie, se tournant vers un Julien en sueur, « lorsque M. Dubois a insisté sur un contrat de mariage pour protéger ses actifs, il a effectivement renoncé à tout droit sur ses milliards. Correct? » « C'est exact, » a dit mon père. Il a été très catégorique sur le fait de séparer les finances. Il ne voulait pas de ses dettes, donc il n'aura aucune de ses parts. « Merci, Monsieur Vance, » a dit Sophie. « Mais il y a une dernière chose. Monsieur Dubois prétend qu'il a tout payé pendant le mariage. La maison, les voitures, le style de vie. Monsieur Dubois vit dans un penthouse du 8e arrondissement de Paris, n'est-ce pas? » « Oui, c'est exact. »« Et qui est propriétaire de l'immeuble? » a demandé mon père, et Sophie a souri. « Vance Holdings Immobilière. » « Et Monsieur Dubois a-t-il payé un loyer? »« Il a payé une taxe d'entretien, » a dit mon père. « Mais l'acte de propriété, l'hypothèque, il n'y en a pas. Marie est propriétaire de l'appartement. Elle l'a laissé y vivre. Elle a demandé à la société de gestion de le lister comme locataire afin de ne pas froisser son ego. Mais techniquement, il a vécu chez elle gratuitement pendant 3 ans. » Julien a bondi. « C'est un mensonge. Mon nom est sur le bail. Un bail à 1 euro par an, » a riposté mon père sèchement. Un bail qui peut être résilié avec un préavis de 30 jours, ce qui, je crois, a été émis ce matin. Monsieur Morrow, le juge a regardé l'avocat de Julien. Vous devriez peut-être contrôler votre client. Il est en train de crier sur un homme qui pourrait acheter ce tribunal et le transformer en parking. Mais Sophie n'avait pas fini. Votre honneur, nous ne faisons que commencer, car pendant que M. Dubois s'occupait de protéger ses millions de sa femme, il a oublié de se protéger de la loi.
Elle a ramassé une épaisse pile de dossiers. Nous poursuivons Monsieur Dubois, non pas pour une pension alimentaire, mais pour détournement de fonds, fraude et rupture de son devoir fiduciaire. Et nous avons les preuves. Julien a regardé la porte. Pour la première fois de sa vie, il ne voulait pas être vu. Il voulait fuir, mais les portes étaient bloquées par la sécurité de mon père. Le piège ne s'était pas contenté de se refermer. Il commençait à l'écraser. L'atmosphère du tribunal était passée d'une procédure légale à une arène de gladiateurs. Julien Dubois, auparavant affalé avec une arrogance désinvolte, était maintenant assis bien droit, son visage un masque de sueur brillante. Il ressemblait à un homme essayant de retenir de l'eau entre ses mains. Sophie Leclerc a posé la pile de dossiers sur la table de l'accusation, juste sous le nez de Julien. Le bruit sourd a résonné comme un couvercle de cercueil qui se referme. « Monsieur Dubois, » a commencé Sophie, sa voix d'une amabilité trompeuse. « Vous avez construit Logistique Dubois sur une série de contrats de grande valeur, correct? Plus précisément, le contrat Étoile du Nord et l'accord de transport Océan Bleu. » Julien s'est raclé la gorge, essayant de reprendre pied. « Oui, j'ai obtenu ces accords grâce à une négociation agressive. Mon algorithme était supérieur. C'est pourquoi ils m'ont embauché. »« Votre algorithme? » a répété Sophie, un sourire sec flottant sur ses lèvres. Elle s'est tournée vers le jury. « Mesdames et messieurs, l'algorithme révolutionnaire de M. Dubois était en effet fonctionnel, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il a obtenu les contrats. » Elle s'est retournée vers mon père, qui était toujours à la barre, regardant Julien avec un calme terrifiant. « Monsieur Vance, » a demandé Sophie, « à qui appartient Étoile du Nord Transport? » « Une holding basée au Luxembourg appelée Vance Marine, » a répondu mon père. « Et à qui appartient Océan Bleu Logistique? » « Une filiale de Vance Mondiales. » Un allaitement collectif a traversé la salle. Même la sténographe de la cour a cessé de taper. « Donc, » a résumé Sophie, marchant lentement vers Julien. « Monsieur Dubois, les grandes opportunités qui ont fait de votre carrière, les contrats qui ont fait de vous un millionnaire vous ont été discrètement donnés par votre beau-père. »« C'est un mensonge, » a crié Julien se levant. « J'ai proposé ces accords, j'ai rencontré les PDG, ils ont adoré mon produit. » Mon père s'est penché vers le microphone, sa voix baissant d'un octave. « Vous avez rencontré des acteurs, Julien, des consultants payés que j'ai engagés pour s'asseoir dans les salles de réunion et hocher la tête devant vos présentations PowerPoint. J'ai approuvé les contrats, j'ai dirigé les fonds, je voulais que le mari de ma fille se sente prospère. Je voulais que vous soyez l'homme qu'elle pensait que vous étiez. J'ai subventionné tout votre ego. » Julien s'est figé. Le sang a complètement déserté son visage, il est devenu gris. Toute son identité, le génie de la technologie autodidacte, le requin, était une fabrication. C'était un cas de charité. « Mais voici le problème, Monsieur Dubois, » a interjeté Sophie, son ton s'aiguisant dans l'âme. Lorsque M. Vance a audité les comptes d'Étoile du Nord et d'Océan Bleu la semaine dernière, il a trouvé des écarts significatifs. Sophie a affiché un document sur les écrans de projection du tribunal. C'était un relevé de virement bancaire. Ceci est un virement de 250 000 € du compte de l'entreprise vers une société écran appelée Lux Consulting. Monsieur Dubois, reconnaissez-vous cette société? C'est un fournisseur, a bégayé Julien. Conseil en marketing. Étrange, a dit Sophie, car nous avons retracé l'enregistrement de Lux Consulting. Elle est enregistrée à une adresse résidentielle à Paris, un appartement loué à Mademoiselle Héloïse Martin. Le nom est resté en suspens dans l'air. Julien a fermé les yeux. Qui est Héloïse Martin, Monsieur Dubois? A pressé Sophie. Julien s'est resté silencieux. Laissez-moi vous aider, a dit Sophie. C'est votre assistante personnelle et, selon les registres d'hôtel, les journaux de vol vers l'île Maurice et les relevés de cartes de crédit, c'est aussi votre maîtresse. La salle a explosé. Le juge a frappé furieusement son marteau, mais personne n'écoutait. Les caméras ont zoomé sur moi. J'étais parfaitement immobile,
Mon expression illisible, comme une reine regardant un bouffon se consumer. Vous avez détourné des fonds, a tonné Sophie, sa voix s'élevant au-dessus du bruit. Vous avez volé de l'argent de contrat qui vous ont été confiés par le père de votre femme pour financer un train de vie somptueux pour votre maîtresse, tout en plaidant la pauvreté devant ce tribunal pour refuser à votre femme un règlement équitable. Ce n'était pas du vol, a crié Julien désespéré. C'était l'argent de mon entreprise. Je peux le dépenser comme je veux. Pas lorsque les contrats interdisent explicitement de mélanger les fonds pour un usage personnel, a interjeté mon père. Clause 12, rupture de contrat. Et puisque vous avez déplacé l'argent à travers les frontières, c'est une fraude bancaire. C'est fédéral, Julien. Fédéral? Le mot a rebondi dans le crâne de Julien. Nous avons alerté le parquet de Paris, a dit Sophie calmement. Mais avant que les huissiers n'arrivent, nous avons un autre témoin, car il semble que Mademoiselle Martin ait réalisé que les cartes de crédit ont été refusées. La défense appelle Héloïse Martin. Les portes se sont ouvertes et une femme est entrée. Elle était magnifique, grande, avec des cheveux noirs corbeaux et une robe rouge peut-être un peu trop audacieuse pour un tribunal. Mais son visage n'était pas audacieux. Il était furieux. Elle est passée devant Julien sans le regarder. L'air autour d'elle sentait le parfum cher et les ponts brûlés. Julien a tendu une main. « Héloïse, chérie, non, ne me touchez pas », a-t-elle sifflé, assez fort pour que le microphone l'attrape. Elle a pris place à la barre des témoins. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle ressemblait à une femme à qui on avait promis un yacht et qui s'était retrouvée sur un canot pneumatique en train de couler. « Mademoiselle Martin, » a dit Sophie, « merci d'être venue à si bref préavis. Quelle était la nature de votre relation avec M. Dubois? » Il m'a dit qu'il était célibataire, a dit Héloïse, sa voix claire. Il m'a dit qu'il avait une colocataire qu'il essayait d'expulser, qu'elle était une harceleuse folle. J'ai levé un sourcil, mais je suis restée silencieuse. Il m'a dit qu'il était milliardaire, a continué Héloïse, regardant ses ongles manucurés. Il a dit qu'il possédait les routes maritimes. Il m'a promis une villa à Côme. Il m'a promis... Elle a hésité, puis a plongé la main dans son sac à main. Elle en a sorti une boîte en velours. Il m'a donné ça. Il m'a fait sa demande en mariage il y a 3 semaines. Il a dit que dès que la censure serait partie, nous nous marierions. Sophie s'est approchée et a pris la boîte. Elle l'a ouverte. À l'intérieur, un énorme diamant jaune canari scintillait. Il a capté les lumières du tribunal, éblouissant les spectateurs. Une belle bague, a noté Sophie. Vous a-t-il dit où il l'avait eue? Il a dit qu'il l'avait achetée aux enchères. Il a dit qu'elle avait coûté 1/2 million d'euros. Sophie s'est tournée vers mon père. « Monsieur Vance, reconnaissez-vous cette bague? » Mon père a hoché la tête. « Oui, c'est le diamant d'Andalousie. Il appartenait à mon arrière-grand-mère. Il faisait partie des bijoux de famille Vance. Je l'ai donné à Marie pour ses 18 ans. Elle a disparu de son coffre-fort il y a 6 mois. » La salle de tribunal a haleté. Julien avait non seulement trompé, mais il avait volé un bijou de famille de sa femme pour le proposer à sa maîtresse. C'était un niveau de mépris presque impressionnant dans sa dépravation. « Mademoiselle Martin, » a demandé Sophie, « saviez-vous que cette bague était volée? »« Non, » a hurlé Héloïse, l'air horrifié. « Je pensais qu'il l'avait achetée. Je ne veux pas de bien voler. Je ne vais pas en prison pour ce minable. »« Minable ?» a demandé Sophie. « Il est fauché !» a crié Héloïse, pointant d'un doigt vers Julien. J'ai essayé d'utiliser la carte qu'il m'a donnée ce matin pour acheter un vol pour Paris. Refusé. J'ai appelé la banque. Ils ont dit que les comptes étaient gelés. C'est un fraudeur. Il n'a rien. Il m'a dit que sa femme était pauvre, mais c'est lui qui nage dans les dettes. Héloïse m'a regardé une seconde. Nos regards se sont croisés, la maîtresse et la femme. « Vous pouvez l'avoir !» a craché Héloïse sur moi. « Et vous pouvez reprendre cette bague de pacotille. » Elle a jeté la boîte sur le bureau du greffier. « En fait, a noté mon père sèchement.
Cette bague est assurée pour 1,2 million d'euros. Elle n'est certainement pas de pacotille, mais l'homme qui vous l'a donnée, lui, oui, il est très cheap. Julien s'est levé, les mains tremblantes. Héloïse, mon amour, écoute, c'est un malentendu. Une fois que le règlement sera fait, il n'y aura pas de règlement, Julien, a crié Sophie, claquant sa main sur la table. Il n'y aura que restitution. Héloïse a quitté la barre, ignorant les instructions du shérif. Elle est passée devant Julien et a fait une pause, puis, dans un geste qui serait rejoué sur TikTok 1 milliard de fois au cours des 24 heures suivantes, elle a posé son coûteux talon aiguille rouge et a marché très fort sur le pied de Julien. Il a hurlé de douleur, sautant sur une jambe, l'air ridicule. Le maître de l'univers sautait comme un flamant rose blessé. Le juge n'a même pas frappé son marteau. Il cachait un sourire derrière sa main. L'atmosphère dans la salle avait tourné au vinaigre. Ce n'était plus un lieu d'arbitrage civil. C'était une scène de crime où l'âme d'un homme avait été mise à nu, examinée et trouvée défectueuse. L'écho des talons d'Héloïse résonnant sur le pied de Julien semblait persister dans l'air. Un son fantôme de mépris qui signalait la fin du règne de Julien Dubois. Le juge Duval était assis sur son banc, son visage un masque d'épuisement et de dégoût. Il avait présidé des centaines de divorces de grande fortune à Paris, vu des titans de l'industrie se battre pour des résidences secondaires et des collections d'art, mais il n'avait jamais été témoin d'une auto-immolation comme celle-ci. Il a regardé la table de la défense. Julien Dubois était seul. Techniquement, son avocat, Richard Moreau, était toujours debout à côté de lui. Mais spirituellement, Moreau était déjà à des kilomètres. L'avocat puissant tapait furieusement sur son téléphone, le visage pâle. Il faisait le calcul mental de ce que ce désastre allait coûter à la réputation de son cabinet. « Monsieur Moreau, » a dit le juge Duval, sa voix traversant le murmure de la salle comme un vent froid. « Nous sommes à un carrefour. Votre client vient d'être accusé sous serment, avec des preuves à l'appui, de détournement de fonds, de fraude et de grands vols concernant un bijou de famille. Avez-vous une contre-argumentation? Avez-vous une défense à offrir avant que je ne rende une décision sur les actifs? » Le tribunal a retenu son souffle. Les caméras ont zoomé sur Moreau. Moreau a regardé Julien. Il a regardé l'homme au visage rouge et en sueur qui lui avait menti pendant des mois, qui avait présenté de faux documents financiers comme des faits et qui venait d'être humilié par sa propre maîtresse. Moreau n'a pas cherché de dossier, il n'a pas cherché de microphone. Il a tendu la main vers le fermoir de sa mallette. Clic, clic. Le son était assourdissant dans le silence. « Votre honneur, » a commencé Moreau, sa voix dépourvue de sa douceur prédatrice habituelle. Elle était nette, concise et professionnelle. Conformément aux règles de déontologie du barreau de Paris, et plus spécifiquement à la règle 1.16 concernant le refus ou la fin de représentation, je demande formellement à me retirer en tant qu'avocat de M. Dubois avec effet immédiat. La tête de Julien a tourné, ses yeux écarquillés par la panique. « Richard, qu'est-ce que tu fais? » Moreau l'a ignoré, s'adressant uniquement au banc. « Mon client a utilisé mes services pour commettre un crime et a insisté pour prendre des mesures que je considère répugnantes et avec lesquelles j'ai un désaccord fondamental. De plus, il s'est perjuré devant votre tribunal, m'impliquant dans la soumission de fausses déclarations financières. Je ne peux, en bonne conscience, continuer. »« Accordé, » a dit le juge Duval instantanément, frappant son marteau. « Maître Moreau, vous êtes dispensé. »« Tu ne peux pas me laisser. » Julien a bondi, attrapant la manche du costume coûteux de Moreau. « Je te paye. Tu travailles pour moi. » Moreau a retiré son bras avec un regard de pure révulsion. « Tu me dois, Julien. C'est différent. Et après ce que je viens d'entendre, tu n'as pas assez d'argent pour me payer pour rester. » Moreau est sorti. Il n'a pas regardé en arrière. Il a traversé l'allée centrale, passant devant les rangées de journalistes stupéfaits, laissant Julien seul et petit au milieu de la salle. Julien a regardé la chaise vide à côté de lui. Puis il a regardé la galerie.
Les gens qu'il avait invités, les influenceurs, les blogueurs, ses fans, tous le filmaient. Mais ils ne le regardaient plus avec admiration. Ils le regardaient comme un accident de voiture. « Monsieur Dubois, a dit le juge, son ton passant du judiciaire au compatissant, vous vous représentez désormais vous-même. Avez-vous quelque chose à dire concernant la répartition des biens matrimoniaux? » Julien a agrippé la table, ses jointures blanches. Il hyperventilait. C'est un coup monté, a-t-il bégayé, la sueur coulant de son nez. C'est un milliardaire. Il a pointé un doigt tremblant vers mon père. Il a acheté les témoins. Il a acheté l'avocat. C'est une conspiration. Mon père n'a même pas cligné des yeux. Il a juste ajusté ses boutons de manchette, regardant Julien s'effondrer. Soudain, les lourdes doubles portes à l'arrière du tribunal ne se sont pas contentées de s'ouvrir. Elles ont été poussées avec une force autoritaire. Le bruit de bottes lourdes sur le parquet a résonné comme le tonnerre. Toutes les têtes de la salle se sont tournées. 6 personnes sont entrées dans le tribunal. Elles n'avaient pas l'air d'avocats. Elles n'avaient pas l'air de personnel de cour. Elles portaient des coupes-vents bleu marine avec de grandes lettres jaunes brodées sur le dos et la poitrine. Police judiciaire. L'émenant était une femme qui semblait mâcher du verre au petit déjeuner. Elle était grande, portant un gilet tactique sur une chemise blanche impeccable, son insigne pendu à une chaîne autour de son cou. Ses yeux ont scanné la pièce, se fixant sur Julien comme un système de ciblage. C'était l'agente spéciale Miller. Dans le monde de la criminalité en col blanc, elle était connue comme la faucheuse. Un halètement collectif a aspiré l'oxygène de la pièce. Le chat du live stream projeté sur un moniteur dans la cabine de presse a grimpé à une vitesse folle. Police judiciaire, c'est réel, les gars. L'agente Miller est passée devant la barre, ignorant le bailli qui s'est instinctivement écarté. Elle a marché directement vers le banc. « Votre honneur », a-t-elle dit, sa voix portant le poids de l'autorité fédérale. Agent spécial Miller, division des crimes financiers de la PJOE. Je m'excuse pour l'interruption de ces procédures civiles, mais nous avons un mandat. Le juge Duval a pris le mandat qu'elle lui tendait. Il l'a lu par-dessus ses lunettes, ses sourcils montant de plus en plus haut à chaque ligne. C'est un dossier très fourni, a murmuré le juge. Nous étions prêts à attendre la conclusion du procès. Cependant, a dit l'agent Miller, sa voix suffisamment forte pour être captée par le microphone, compte tenu du témoignage de Mademoiselle Martin concernant la tentative de l'accuser d'acheter un billet, aller simple pour Paris ce matin, Julien Dubois a été désigné comme un risque de fuite immédiat. Nous exécutons le mandat dès maintenant. Julien a reculé de la table, renversant sa carafe d'eau. Le verre s'est brisé, se répandant sur le sol comme des diamants, l'eau imbibant ses chaussures en cuir italien. « Risque de fuite ?» a couiné Julien. « Je vis ici, je suis PDG. » L'agente Miller s'est tournée vers lui. Elle n'a pas crié, elle n'en avait pas besoin. « Julien Dubois, vous êtes en état d'arrestation. »« Pourquoi ?» a crié Julien, sa voix se brisant dans l'hystérie. « Je n'ai rien fait. » L'agente Miller a commencé à réciter la liste, et cela a frappé la salle comme une série de coups physiques. Vous êtes accusé de 3 chefs de fraude bancaire en vertu de l'article 313.1 du Code pénal. Vous êtes accusé de fraude sur les valeurs mobilières pour la falsification des flux de revenus de Logistique Dubois. Vous êtes accusé de transport interétatique de biens volés concernant le diamant d'Andalousie. Et grâce à l'audit médico-légal fourni par Vince Mondiales ce matin, vous êtes accusé de vol d'identité aggravé pour l'ouverture de lignes de crédit au nom de votre épouse sans son consentement. Le silence qui a suivi était absolu. Julien a regardé la sortie. 2 agents la bloquaient. Il a regardé le juge. Duval détournait délibérément le regard. Il a regardé la seule personne qui restait, moi. Julien a trébuché vers la table de l'accusation, les mains tendues, suppliant. Les agents se sont déplacés pour l'intercepter, mais j'ai levé une main. « Attendez », ai-je dit doucement. Les agents ont marqué une pause. La salle observait. Je me suis levé. J'ai lissé le devant de ma simple robe grise.
J'ai fait le tour de la table, me déplaçant dans l'espace ouvert entre les bancs des avocats. Je me suis arrêté à 1 mètre de Julien. Il avait l'air pitoyable. L'arrogance avait disparu, remplacée par la réalisation terrifiante d'un animal en cage. « Marie, mon amour, s'il te plaît », a pleuré Julien. Les larmes coulaient librement maintenant, se mêlant à la morve qui lui coulait du nez. « Tu ne peux pas les laisser me prendre. Prison fédérale. Je ne survivrai pas là-bas. Je suis ton mari. On a prononcé des vœux. Pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? C'est juste le pire. On peut arranger ça. » Il a tendu la main pour me toucher, mais il s'est arrêté, sentant le mur invisible de glace autour de moi. « Dis à ton père d'annuler ça », a chuchoté Julien frénétiquement. « Il peut passer un coup de fil. Je sais qu'il peut. Je signerai n'importe quoi. Je signerai les papiers du divorce. Je te donnerai l'entreprise. Ne les laisse pas me menotter. » Je l'ai regardé. Vraiment, je l'ai regardé. Pendant 3 ans, je l'avais regardé avec amour, puis avec confusion, puis avec peur. Maintenant, je le regardais avec la clarté d'un microscope. « Tu ne peux pas me donner l'entreprise, Julien, » ai-je dit. Ma voix basse mais ferme, parfaitement captée par les microphones du tribunal. « Tu ne la possèdes pas, jamais. Elle a été construite sur les contrats de mon père, financée par l'argent de mon père, et dirigée par un algorithme que tu as volé à un développeur à Bangalore. » Julien a tressailli comme si je l'avais giflé. « Je t'aimais, Marie, au début. Vraiment, non. » J'ai secoué lentement la tête. « Tu aimais que je sois petite. Tu aimais que je sois pauvre. Tu aimais avoir quelqu'un à rabaisser parce que c'était le seul moyen pour toi de te sentir grand. Tu n'as pas épousé une partenaire, Julien. Tu as épousé un public. » J'ai plongé la main dans mon petit sac à main usé. Ma main a tremblé légèrement, non pas de peur, mais de l'adrénaline de la finalité. J'en ai sorti un petit reçu thermique froissé. Il était jauni par le temps. J'ai fait un pas en avant et je l'ai glissé dans la poche de sa veste de costume, juste au-dessus de son cœur battant. « Quoi? Qu'est-ce que c'est? » a bégayé Julien. « Le reçu, ai-je dit, du bistrot de Montreuil, notre premier rendez-vous. Tu as payé 2 cafés et une part de tarte. 6,50 €. Je me suis reculé, mes yeux durs comme des diamants. Tu as passé 3 ans à me rappeler que tu m'as sauvé de cette vie. Tu m'as jeté chaque euro dépensé à la figure. Alors, je te rends l'appareil. » Je me suis penché, ma voix baissant à un murmure qui a résonné comme un cri dans la salle silencieuse. « Je garde les milliards, Julien. Je garde l'immobilier. Je garde le nom. Mais ce reçu, il est à toi. Tu quittes ce mariage exactement comme tu voulais que je le quitte. » « Marie, non. » Sans rien, ai-je terminé. Je lui ai tourné le dos. « Agent Miller, il est à vous. »« Non, Marie !» a hurlé Julien, un son primal de terreur. Les agents l'ont encerclé. Il n'y avait aucune dignité. Ils l'ont fait pivoter, le claquant poitrine la première contre la table de la défense. Julien a donné des coups de pied et s'est débattu, faisant tomber sa chaise au sol avec un grand bruit. « Je suis une victime ici !» a rié Julien alors que les menottes métalliques se serraient autour de ses poignets. Clic, clic, clic. « Elle m'a piégé. C'est une fraude. Elle a fait semblant d'être pauvre. C'est un coup monté. » L'agent Miller l'a attrapé par le col de sa veste et son bras menotté. « Vous avez le droit de garder le silence, Monsieur Dubois, » a-t-elle dit sèchement, le redressant. « Je vous suggère de commencer à l'utiliser. » La marche de la honte a été brutale. Les paparazzis au premier rang n'ont pas seulement pris des photos. Ils se sont levés pour obtenir de meilleurs angles. Les flashs étaient un stroboscope d'humiliation illuminant le visage ruisselant de larmes de Julien, son costume en désordre et la terreur pure dans ses yeux. « Papa, aide-moi !» a crié Julien à mon père alors qu'on le traînait devant la barre des témoins. Mon père n'a pas regardé Julien. Il était occupé à inspecter le manche de sa canne comme s'il vérifiait une égratignure. L'insulte ultime.
Il n'a même pas jugé Julien digne d'un regard furieux. Les agents l'ont traîné à travers l'allée centrale. Les portes se sont ouvertes et le bruit du couloir, l'essaim de la presse à l'extérieur qui ne pouvait pas entrer, a rugi comme une bête. Le hurlement de Julien s'est estompé alors que les lourdes portes en chaîne se refermaient, scellant le tribunal. Le silence est revenu dans la salle, lourd et profond. Je suis resté debout au centre de la salle, le dos à la porte. Mes épaules étaient rigides. J'ai pris une grande inspiration. Un frisson m'a parcouru, la libération physique de 3 ans à retenir un ciel qui s'effondrait. Mon père s'est levé. Malgré son âge et sa canne, il s'est déplacé avec une vitesse surprenante. Il est descendu de la barre et s'est approché de moi. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement ouvert les bras. Je me suis blotti contre lui, enfouissant mon visage dans son épaule. Je n'ai pas pleuré. J'en avais fini de pleurer sur Julien Dubois. J'ai juste respiré. C'est fini, elle, a murmuré mon père dans mes cheveux. La poubelle a été sortie. Je me suis écarté. J'ai essuyé mes yeux, non pas pour essuyer des larmes, mais pour éclaircir ma vision. J'ai regardé le juge. Votre honneur, ai-je dit, ma voix claire et forte. Je m'excuse pour le dérangement. Le juge Duval a regardé la femme qui se tenait devant lui. Il m'avait vu entrer il y a des heures, l'air d'une victime. Maintenant, je ressemblais à un titan. Aucune excuse nécessaire, Madame Vance, a dit le juge, utilisant mon nom de jeune fille avec un respect délibéré. En fait, je crois que ce fut l'utilisation la plus productive du temps de cette cour en 20 ans. Il a ramassé son marteau, le faisant tourner entre ses doigts. Maintenant, a dit le juge, une étincelle d'amusement dans les yeux. L'accusé a été arrêté. Son avocat s'est retiré et ses actifs sont gelés par le gouvernement fédéral. Je crois que nous avons un divorce à finaliser. Souhaitez-vous procéder au jugement sommaire? J'ai hoché la tête, prenant place à côté de Sophie Leclerc. Je me tenais droite. La chaise ne m'avalait plus. Oui, votre honneur, ai-je dit. Terminons-en. Les lourdes portes en chaîne avaient avalé les cris de Julien, laissant le tribunal dans un silence vibrant et électrique. Mais si le drame criminel s'était terminé par le claquement des menottes, l'exécution civile ne faisait que commencer. La machine de la justice ne s'arrête pas pour les larmes, et elle ne s'arrête certainement pas pour les arrestations fédérales. Le juge Duval, ayant retrouvé son sang-froid après le spectacle de la PJ, a ajusté ses lunettes. Il a regardé la table de la défense. C'était un paysage désolé. Une chaise renversée, une flaque d'eau renversée et quelques blocs-notes juridiques flottant dans le courant d'air de la climatisation. Que le procès-verbal indique, a intoné le juge, sa voix griffant le silence, que le plaignant, Julien Dubois, n'est plus présent en raison d'une détention fédérale involontaire. Son conseil s'est retiré. La Cour procédera par contumace. Sophie Leclerc, mon avocate, s'est levée. Elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle ressemblait à une chirurgienne prête à refermer le patient. Elle s'est approchée du banc avec une nouvelle pile de documents. « Votre honneur, a dit Sophie, sa voix nette. Nous demandons un jugement sommaire immédiat sur le décret de divorce. Compte tenu de l'incarcération de M. Dubois et des preuves accablantes de fraude financière présentées aujourd'hui, nous demandons que l'accord prénuptial soit strictement appliqué, comme l'avait initialement et fermement demandé M. Dubois. Le tribunal est d'accord, a dit le juge Duval, écrivant furieusement sur son rôle. L'accord prénuptial est maintenu. Tous les actifs apportés au mariage par Mme Vance restent sa propriété exclusive. Toutes les dettes contractées par M. Dubois restent sa seule responsabilité. Sophie a fait une pause, jetant un coup d'œil à mon père, qui a fait un signe de tête subtil, presque imperceptible. Il y a la question des biens matrimoniaux, votre honneur, est continuée Sophie. Plus précisément, la société connue sous le nom de Logistique Dubois. Le juge a froncé les sourcils, regardant le dossier d'audit médico-légal. Madame Leclerc, selon le mandat fédéral que nous venons d'entendre, Logistique Dubois est effectivement une coquille vide. Ses revenus ont été falsifiés. Ses contrats sont nuls en raison de la fraude
et elle supporte actuellement une charge de dette de près de 4 millions d'euros envers divers créanciers, y compris le paiement de l'assurance pour le diamant volé. Exact, a dit Sophie. L'entreprise est insolvable. Si elle fait faillite, les 200 employés, développeurs, personnel de support, concierges, perdront leur emploi immédiatement. Ils perdront leur retraite. Il y aura des dommages collatéraux dans la guerre d'ego de Julien. Je me suis levé, je me suis avancé jusqu'à la barre. Votre honneur, je ne veux pas de ça, ai-je dit. Ces gens ont travaillé dur. Ils ont cru aux mensonges autant que moi. Que proposez-vous, Madame Vance? A demandé le juge. Une acquisition hostile, a répondu Sophie. Madame Vance propose d'acquérir 100% du capital de Logistique Dubois, ainsi que sa propriété intellectuelle et ses passifs. Elle assumera personnellement les 4 millions d'euros de dette, empêchant ainsi l'entreprise de s'effondrer. Le juge a cligné des yeux. Elle veut acheter un navire qui coule? Pourquoi? Pour colmater les brèches et le faire naviguer sous un nouveau pavillon. Ai-je dit fermement. Mais puisque l'entreprise a une valorisation négative et que le propriétaire est actuellement en cours de traitement au Centre fédéral, le prix de l'offre reflète la valeur marchande actuelle de l'héritage de Julien Dubois. Et quelle est-ce qu'elle offre? J'ai posé un seul billet de banque neuf sur la barre en bois. 1 euro, ai-je dit. La salle était si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes. 1 euro. C'était le renvoi ultime. Ce n'était pas un achat. C'était une déclaration. Julien avait passé sa vie à courir après des milliards, et à la fin, l'œuvre de sa vie était vendue pour moins que le prix du café qu'il avait acheté lors de notre premier rendez-vous. Le juge a regardé le billet d'1 euro. Un lent sourire s'est répandu sur son visage. C'était le sourire d'un homme qui appréciait la justice poétique. La Cour accepte la valorisation, a statué le juge Duval, frappant d'une dernière fois son marteau. Logistique Dubois est vendu à Marie Vance pour la somme d'1 euro. Le divorce est prononcé, affaire classée. 3 mois plus tard, la forteresse de béton. Le centre pénitentiaire de la santé, à Paris, est une citadelle de misère. Ça sent le désinfectant industriel, le pain rassis et la sueur humaine. C'est un endroit conçu pour dépouiller un homme de son humanité, couche par couche. J'étais assise dans le box des visiteurs au 9e étage. Je ne portais plus la robe grise délavée. J'avais un costume blanc ajusté qui criait l'autorité, des lignes Armani nettes, un tissu impeccable. Mes cheveux étaient lâchés, une cascade de vagues. J'étais assise, les jambes croisées, vérifiant l'heure sur ma montre Patek Philippe. De l'autre côté de la vitre renforcée, une porte a vibré. Julien Dubois est entré, ou plutôt, la coquille de Julien Dubois est entrée. Il avait perdu du poids. Ses costumes italiens sur mesure avaient été remplacés par une combinaison orange vif qui pendait de sa carcasse émaciée comme un sac. Ses cheveux, autrefois gominés à la perfection, étaient rasés de près, révélant la forme irrégulière de son crâne. Il avait une barbe clairsemée, des cheveux gris poussant prématurément à cause du stress. Il s'est traîné jusqu'au tabouret et s'est assis. Il a pris le combiné noir avec des mains tremblantes. Il m'a regardé et pendant un instant, il n'a pas semblé me reconnaître. Je rayonnais. Il pourrissait. « Tu es venu », a-t-il râpé. Sa voix était déraillée, peu habitué au volume normal après des semaines de chuchotement dans une cellule pour éviter de provoquer des gangs. « Oui », ai-je dit calmement dans mon combiné. Ma voix était claire, non affectée par le grésillement de la ligne. Julien s'est penché en avant, ses yeux désespérés et larmoyants. « Marie, mon Dieu, tu es magnifique. Tu ressembles à un ange. Garde tes compliments, Julien. Le temps presse. »« Marie, tu dois me faire sortir d'ici, » a commencé Julien, les mots s'échappant en panique. « C'est l'enfer. Tu ne comprends pas. Les choses que j'ai vues. Je ne peux pas dormir. Ils craignent toute la nuit. La nourriture. Je meurs de faim. Putain, je meurs de faim. » Il a pressé sa main contre la vitre.
Je sais que tu es toujours en colère, je comprends. J'étais un connard. J'étais stressé par les affaires, mais 10 ans. L'avocat te dit que les fédéraux demandent 10 ans. Tu ne peux pas leur laisser faire ça à ton mari. Je l'ai regardé supplier. Je me suis souvenu de la fois où je l'avais supplié pour de l'argent pour acheter un manteau d'hiver, et il m'avait dit de mieux gérer mon budget. Je me suis souvenu de l'avoir supplié de venir aux funérailles de ma grand-mère, et il avait dit qu'il avait un match de golf. Je ne suis pas ton mari, Julien. Ai-je dit froidement. Le divorce a été prononcé il y a 90 jours. C'est un bout de papier, a sifflé Julien. On avait une vie. J'ai construit cette entreprise pour nous, pour notre avenir. J'ai ri. Ce n'était pas un rire cruel, mais il était dépourvu d'humour. Tu n'as rien construit. Tu as volé. Tu as menti. Et en parlant de l'entreprise, j'ai plongé la main dans ma mallette et j'en ai sorti un magazine glacé. C'était le dernier numéro de Forbes. Sur la couverture, j'apparaissais puissante et sereine. Le titre disait « Descendre à l'Empire, l'ascension de Phoenix Systems ». Je l'ai tendu vers la vitre. Logistique Dubois n'existe plus. Je l'ai acheté pour 1 euro. Les yeux de Julien se sont écarquillés, sa mâchoire tombant. Tu as acheté mon entreprise? J'ai racheté les actifs de mon père. Ai-je corrigé? J'ai viré toute ton équipe de direction, tous les bénis oui-oui qui t'ont aidé à falsifier des comptes. Mais j'ai gardé les ingénieurs. J'ai gardé le personnel de support. Nous avons changé de marque. Ça s'appelle Phoenix Systems maintenant. Nous venons de décrocher un contrat de défense gouvernementale de 300 millions d'euros. C'est mon code, a hurlé Julien, claquant le combiné contre la vitre. C'est de mon génie. Ce n'a jamais été ton génie, Julien. C'était l'équipe que tu as ignorée. Je les ai écoutés. Je leur ai donné des actions. Ils ont corrigé ton code buggé en 1 semaine. Julien s'est affaissé, vaincu. La réalisation l'a frappé plus fort que la peine de prison. Il n'avait pas seulement perdu sa liberté. Il avait été effacé. Son nom avait disparu du bâtiment. Son héritage avait été nettoyé. « Pourquoi es-tu venu ici ?» a chuchoté Julien, des larmes coulant de ses yeux. « Pour te vanter? Pour me donner des coups quand je suis à terre? » « Non, ai-je dit. Je me suis penché près de la vitre. Je suis venu te dire merci. » Julien a cligné des yeux, confus. « Merci? » »« Oui, merci. » Mes yeux se sont adoucis, non pas de pitié, mais d'une étrange sorte de gratitude. Pendant 3 ans, je me suis faite petite. J'ai caché mes origines, mon argent, mon pouvoir parce que je voulais être aimé pour moi-même. Je pensais qu'être faible me rendait aimable. J'ai fait une pause regardant l'homme brisé devant moi. Tu m'as appris que le silence n'est pas une vertu, Julien. C'est une vulnérabilité. Tu m'as tellement poussé dans mes retranchements que j'ai dû me souvenir de qui j'étais. J'ai dû me souvenir que je suis une Vance. J'ai dû me souvenir que je suis une lionne. Marie, s'il te plaît. Alors, merci. J'ai terminé en me levant et en lissant mon costume. Ta cruauté a été le catalyseur dont j'avais besoin. Tu ne m'as pas brisé, Julien. Tu m'as construite. Ne me quitte pas. Julien s'est levé, la chaîne de ses menottes cliquetant contre la table métallique. Je n'ai pas d'argent. Moreau m'a poursuivi. L'administration fiscale a tout pris. Je ne peux pas me payer la cantine. Marie, envoie-moi de l'argent. Juste quelques milliers, s'il te plaît. Je l'ai regardé une dernière fois. J'ai vu la cupidité qui vivait toujours dans ses yeux, même en prison. Il ne voulait pas de mon amour. Il voulait mon portefeuille. Il n'avait pas changé. Il ne changerait jamais. Tu as dit que tu voulais que je reparte avec ce que j'avais apporté. Ai-je dit, la main sur la poignée de la porte. J'ai apporté ma dignité. Je repars avec. Et moi? A crié Julien. Qu'est-ce que j'ai? J'ai souri. Tu as le reçu, Julien, du bistrot. J'espère qu'il te tiendra chaud. J'ai raccroché le téléphone. Je suis sorti du box. Je n'ai pas regardé l'homme qui frappait ses poings contre la vitre incassable,
articulant mon nom dans un cri silencieux que personne n'entendrait plus jamais. Je suis sorti du centre de détention du MCC et je me suis dirigé vers le soleil éclatant et vif d'un automne parisien. L'air avait un goût sucré, il avait un goût de liberté. Une voiture noire roulait au ralenti au bord du trottoir. La vitre arrière s'est abaissée, révélant mon père, Pierre Vance. Il a regardé sa fille, non pas la jeune fille timide qui s'était enfuie à Montreuil pour être serveuse, mais la femme qui venait de défier un monstre et de gagner. Le chauffeur m'a ouvert la portière. « Comment était-il? » a demandé mon père alors que je me glissais sur le siège en cuir. « En faillite, ai-je dit, dans tous les sens du terme. »« Bien, » a hoché mon père. « J'ai parlé au directeur. Il a été affecté à la blanchisserie, 6 centimes de l'heure. Il lui faudra environ 400 ans pour rembourser ce qu'il doit. » J'ai ri. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la voiture s'éloignait, se fondant dans le trafic chaotique et magnifique de la ville. J'ai vu la ligne d'horizon, les tours d'acier et de verre atteignant les nuages. L'une de ces tours m'appartenait. Maintenant, non pas parce que mon père me l'avait donné, mais parce que j'en avais pris le commandement. « Où allons-nous, patronne? » a demandé le chauffeur, me regardant dans le rétroviseur. J'ai vérifié mon téléphone. J'avais une réunion du conseil à 14 heures, un gala de charité à 19 heures et une vie à vivre entre les deux. Au bureau, ai-je dit, nous avons un empire à diriger. Aujourd'hui, il y a des jours où je me dis que j'aurais pu faire les choses différemment. Peut-être lui avouer plus tôt. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose? Probablement pas. Les gens comme Julien ne changent pas. Ils cherchent des failles, et mon désir de simplicité était ma plus grande faille, une faille qu'il a exploitée. Est-ce que c'était la bonne décision d'attendre, de le laisser s'humilier comme ça? Je ne sais pas, honnêtement. Mais c'était la seule façon pour que l'on comprenne qui il était vraiment et que je me souvienne à nouveau de qui j'étais. Ce n'est pas une fin de conte de fées, juste une histoire d'équilibre retrouvé, je suppose. La liberté n'est pas toujours douce et facile, n'est-ce pas?